Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Évariste Bartolo, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Malte. Bienvenue à nouveau dans l'émission. C'est un plaisir de vous revoir. Merci beaucoup, Glenn. Nous allions discuter aujourd'hui de ce qui devrait être, à mon avis, le principal sujet de discussion en Europe, mais un sujet dont personne ne semble parler, à savoir l'échec à établir une architecture de sécurité pan-européenne, inclusive et fonctionnelle. Je suppose, pour introduire rapidement ce sujet à nos auditeurs, qu'à la fin de la guerre froide, nous avons signé des accords pour une architecture de sécurité européenne inclusive fondée sur le processus dit d'Helsinki, une architecture de sécurité qui incluait la Russie. Puis, nous avons changé d'avis et avons plus ou moins commencé à nous éloigner des principes de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Et certains des arguments avancés étaient que les Russes étaient faibles. Et au lieu de mettre en place cette architecture de sécurité inclusive, nous avons misé sur la promesse d'une paix hégémonique, ou d'une hégémonie libérale, comme nous l'appelons aujourd'hui. Cela a bien sûr été facilité par l'élargissement de l'OTAN, incluant essentiellement tous les pays européens, à l'exception du plus grand en termes de population, de territoire, d'économie et de puissance militaire. Cela signifiait que nous avons, dans une large mesure, annulé les accords pour cette architecture de sécurité pan-européenne d'après-guerre froide. Aujourd'hui, la paix hégémonique, comme nous pouvons le constater, a échoué et en quelque sorte s'est consumée. Il n'y a plus d'hégémon et il n'y a plus de paix. Je pense que l'Ukraine est devenue à la fois le cimetière de l'ordre mondial unipolaire, mais elle pourrait aussi devenir le cimetière de l'OTAN si l'on considère ses objectifs actuels. Donc encore une fois, ce que l'Europe discute aujourd'hui, c'est ce qui va suivre. À mon avis, c'est assez regrettable que si l'on regarde du côté de l'Allemagne, ils disent « Eh bien, je suppose que la solution est de dépenser des centaines de milliards pour des armes et de prendre un rôle de leader dans la confrontation avec la Russie. » Vous savez, nous avons déjà fait cela. Les Allemands ont déjà fait cela dans leur histoire. Et je ne pense pas que la solution pour la paix en Europe soit que nous nous armions tous jusqu'aux dents. À mon avis, nous devrions plutôt revisiter cette option pan-européenne que nous avons abandonnée dans les années 90 et qui, de façon prévisible, nous a menés à cette situation horrible dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je suis donc très heureux de t'avoir ici, Évariste, pour discuter de ces sujets. Je pensais que nous pourrions commencer par les accords d'Helsinki, car c'est vraiment là que nous avons posé les bases, n'est-ce pas? Tu sais, comment le bloc communiste de l'Est et le bloc capitaliste de l'Ouest pouvaient trouver des accords communs, comment, en somme, partager un continent. Donc oui, cela a eu lieu en 1975. Je me demandais si tu pouvais développer un peu les idées qui sous-tendaient cela, et pourquoi c'était, je suppose, le pilier fondateur. Eh bien, Glenn, je pense qu'il y a quelques semaines, j'aurais partagé ton interprétation optimiste de ce processus. Mais j'ai passé pas mal de temps maintenant à parcourir 50 ans d'archives de la sécurité nationale des États-Unis, qui sont disponibles en ligne et qui offrent beaucoup d'éclaircissements sur ce qui se passait en coulisses concernant la diplomatie américaine et européenne. Je dirais qu'au mieux, les États-Unis, et je pense que les dirigeants européens de centre droit, considéraient Helsinki et le processus de la CSCE comme une politique de geste, au mieux, bien plus symbolique que réellement significative. Au pire, ce type de diplomatie peut être qualifié de diplomatie perfide, accusation qui a longtemps été portée contre le Royaume-Uni, notamment par les Français, qu'il menait une diplomatie pleine de trahison et de promesses non tenues. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que même si l'on remonte dans le temps,
même pendant la Seconde Guerre mondiale, Churchill avait déjà élaboré des plans pour attaquer la Russie. Vous savez, le projet Unthinkable, qui a été déclassifié en 1998. Je veux dire, vous travaillez avec votre allié pour vaincre Hitler, et déjà vous pensez à vous retourner contre lui pour le vaincre. Mon impression est qu'historiquement, même si l'on considère les 19e et 20e siècles, la seule Russie avec laquelle les États-Unis et l'Europe occidentale peuvent coexister n'est pas un partenaire égal. Il faut que ce soit une Russie faible, soit une Russie vaincue. Et même si l'on prend simplement l'acte final d'Helsinki de 1975, quand on regarde l'évaluation qu'en fait Henry Kissinger, parce que le président Ford s'inquiète que les pays baltes aient déjà commencé à protester, estimant qu'avec l'accord d'Helsinki, leurs frontières ne changeront pas, ce qui signifie qu'ils resteront toujours dans le bloc soviétique. Kissinger lui dit « Ne vous inquiétez pas, l'accord d'Helsinki ne veut rien dire, ce n'est pas un traité et ce n'est qu'un bout de papier sans valeur. » Et je pense que cela en dit déjà long, même en 1975. Donc, nous ne parlons pas des 30 ou 20 dernières années, mais même en 1975, il était très évident que pour les États-Unis, ce qui comptait, c'était l'OTAN. D'ailleurs, dans ces documents confidentiels que l'on peut consulter en ligne dans les archives de la sécurité nationale, les États-Unis affirment que leur approche envers l'Europe repose sur 3 piliers. Premièrement, l'OTAN. Deuxièmement, l'Union européenne. Troisièmement, la CSCE. Et je répète, et je cite à nouveau Kissinger, qui dit, eh bien, vous savez, c'est de la mise en scène de la gauche. Alors tolérons-les un peu pour qu'ils puissent s'amuser avec ce concept, vous savez, de détente et de construction d'une sorte d'architecture de sécurité européenne. Mais en réalité, ce que nous voulons, c'est renforcer l'OTAN. Et au-delà de cela, il est en fait dit que la CSCE est un bon cheval de Troie. Car grâce au volet des droits de l'homme et de la démocratie politique, nous pouvons réellement aider ces groupes en Europe de l'Est et dans les pays baltes à affaiblir l'Union soviétique. Alors que l'Union soviétique considérait la CSCE comme un arrangement sécuritaire, je pense que les États-Unis et l'Europe de l'Ouest la voyaient comme un bon cheval de Troie au sein du bloc soviétique, en instrumentalisant les droits de l'homme et la démocratie politique. Cela peut sembler très pessimiste et très réducteur, mais je le répète, un examen attentif de ces documents et surtout de ce qui se passe après 1990 me semble confirmer ce que je dis. Il y a un chercheur russe très intéressant, Fyodor Lukyanov, qui, je crois, a écrit quelque chose de similaire. Il a souligné que les accords d'Helsinki avaient placé une bombe à retardement au sein de l'Union soviétique. Parallèlement, les pays occidentaux n'ont jamais, je pense, respecté leur part du marché, qui était que l'ambition devait être de dépasser une certaine politique de bloc à somme nulle. Il existe également une abondante littérature qui soutient ce qu'elle dit. J'ai oublié son prénom. Zarat, c'est une chercheuse, je crois française ou américaine. Elle a beaucoup écrit sur l'échec de cette architecture de sécurité inclusive. Et elle écrit aussi que les Américains n'ont jamais vraiment pris les accords d'Helsinki au sérieux, que cela était perçu comme quelque chose qui affaiblirait un système international dominé par les États-Unis. Et, encore une fois, l'OTAN. Mais il y a aussi eu d'autres accords. Ainsi, lorsqu'ils ont décidé d'élargir l'OTAN, par exemple, les Américains ont alors proposé l'acte fondateur OTAN-Russie de 1987, qui visait principalement à les rapprocher. Mais en réalité, c'était surtout pour que les Russes ne se plaignent pas trop de l'expansionnisme de l'OTAN. D'ailleurs, dans le livre de Zarat, elle cite Bill Clinton, qui, lorsqu'on lui a présenté cet accord, a dit « Attendez une seconde, cela signifie donc que nous devons signer cela. »
et promettre de ne pas déployer nos forces militaires en Europe de l'Est. Cependant, nous pouvons simplement nous en retirer dès que nous ne voulons plus le respecter. Et c'est comme, oui, d'accord, on va le signer. Donc encore une fois, c'est une façon de surmonter l'opposition tout en continuant d'avancer. Et je pense que c'est là le principal problème. Mais pour nous ramener à l'époque actuelle, Mais Glenn, revenons un peu en arrière, en 1990. Nous parlons donc de Helmut Kohl et George Bush. George Bush demande à Helmut Kohl de venir à Camp David. C'est en 1990. Il lui dit, ne viens pas avec Genscher, parce que Genscher ne fait pas ce que nous aimerions qu'il fasse. Genscher était une voix isolée qui disait, pourquoi avons-nous besoin de l'OTAN? Avec la disparition du pacte de Varsovie, pourquoi l'OTAN ne deviendrait-elle pas la CSCE et n'adopterait-elle pas une architecture de sécurité unique qui inclurait tout le monde et ne serait pas dirigée contre l'Union soviétique? Et Bush lui dit, nous ne devons pas laisser Genscher s'en tirer en pensant que nous sommes d'accord avec lui. Nous ne sommes pas d'accord avec lui. Et en fait, Kohl dit à Bush, non, je ne viendrai pas avec Genscher. C'était seulement 2 ans avant que Genscher ne soit plus ministre des Affaires étrangères. Donc, même en 1990, alors que Genscher disait « Mettons en place une architecture de sécurité européenne commune qui soit coopérative plutôt que conflictuelle », Bush lui répond « Non, non, nous ne voulons pas de cela. Et nous ne devons pas laisser, et je cite ici textuellement, « Nous ne devons pas laisser l'Union soviétique arracher la victoire des mâchoires de la défaite. Ne parlons pas de partenaires égaux. Allons, nous sommes les vainqueurs. Ils sont les perdants. Ils doivent se plier à ce que nous leur disons. » Cela n'a évidemment jamais été dit publiquement, mais dans ces documents des archives de la sécurité nationale, tant à l'époque de Bush qu'encore plus à l'époque de Clinton, on retrouve cela encore et encore. On appelait cela l'approche à 2 voies. Dire une chose aux Russes, mais ensuite, lorsqu'on s'adresse à l'Allemagne, aux pays baltes et aux Européens de l'Est, surtout les Polonais, leur dire autre chose. Pendant ce temps, le département d'État travaille sur un plan d'élargissement de l'OTAN. Évidemment, l'Union soviétique puis la Russie, grâce à leurs services de renseignement, savaient qu'il existait des programmes concrets sur le calendrier de l'élargissement. Mais jamais ils ne disaient cela aux Russes. Ils leur disaient « Non, 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 ne vous inquiétez pas. L'élargissement se fera seulement progressivement et nous vous consulterons à chaque étape. » Mais on voit bien que ce n'est pas le cas. Et tout au long de cela, quelque chose me frappe vraiment. Il y a une rencontre entre Manfred Wörner, qui était le secrétaire général de l'OTAN à l'époque dont nous parlons, dans les années 90. Il parle au président de la Douma. À la fin, le président de la Douma a dû lui dire « Je pensais que vous étiez venu ici pour que nous discutions, pas pour me faire la leçon. » Et cela revient souvent. Et puis on voit même la faiblesse de Gorbatchev. Et Gorbatchev, comme Primakov et les autres, le conseille et le met en garde. Tu cèdes sur tout, et ils ne nous respectent pas. Nous ne sommes pas considérés comme des égaux, et cela va humilier et blesser la Russie, et aussi beaucoup l'Europe, car une nouvelle ligne de division est en train d'arriver. C'est là toute la perfidie de cette histoire, car le mois dernier, j'étais en Géorgie avec l'ancien ambassadeur américain, Jack Matlock, qui était présent et qui a négocié la fin de la guerre froide avec les Russes en tant qu'ambassadeur auprès de l'Union soviétique. Il a également soulevé le même point que vous maintenant. Il a expliqué que sous Clinton, il disait aux Russes « Écoutez, nous allons trouver une Europe inclusive ». Et ainsi de suite. Mais en même temps, il allait voir les autres pays d'Europe de l'Est et leur disait « Oh, ne vous inquiétez pas, l'OTAN arrive, nous allons nous étendre. » Et tout cela, comme il l'a dit,
c'était parler des deux côtés de la bouche, trompant finalement les Russes tout au long. Et il y avait d'autres accords également, car nous avions le partenariat pour la paix avec la Russie. Et on a présenté cela aux Russes comme « Regardez, c'est une alternative à l'élargissement de l'OTAN ». Mais en réalité, c'était un moyen d'aligner les armées de tous les pays d'Europe de l'Est sur les normes de l'OTAN. Et au lieu d'être une alternative, c'était une étape vers l'expansion de l'OTAN. De plus, oui, comme le souligne l'ambassadeur Matlock, il ne s'agissait pas d'un changement de stratégie ou autre, c'était simplement de la tromperie. Il s'agissait juste de calmer les Russes et d'éviter trop d'opposition pendant que nous poursuivions notre objectif de paix hégémonique. Mais il a toujours été prévu, en réalité, de les trahir. Oui, je suis d'accord. Et on peut le voir par exemple dès 1954. Nous parlons donc là d'une période pratiquement 20 ans avant les accords d'Helsinki. L'Union soviétique avait déjà suggéré qu'il devrait y avoir une conférence sur la sécurité pour discuter et instaurer la confiance entre les deux camps. Et les États-Unis ont répondu « Non, nous n'en ressentons pas le besoin ». Pendant ce temps, et c'est effrayant, le Pentagone élaborait des plans pour envahir la Russie le 1er janvier 1957. Il s'agissait de l'opération Drop Shot, où il prévoyait en fait de larguer 300 bombes nucléaires sur la Russie et 20 000 tonnes d'armes conventionnelles pour affaiblir la Russie. Je veux dire, ils auraient anéanti, je pense, 75% du potentiel industriel et tué près de 3 millions de personnes et causé près de 7 millions de blessés. Et il ne s'agit même pas de 2 discours, mais de 3. Dire une chose, en faire une autre, et en même temps se préparer constamment à la guerre. Et cela est vraiment, vraiment inquiétant. Je voudrais également souligner un épisode particulier au début de 1990, en janvier. Une rencontre entre Lech Wałęsa et Bill Clinton. Lech Wałęsa dit à Bill Clinton « Ne faites pas confiance aux Russes, car dans une main, ils tiennent un stylo, dans l'autre une grenade. Et souvenez-vous, les pays du groupe de Visegrad font pas l'Occident. La Russie ne fait pas partie de l'Occident. » C'est donc même une question de civilisation. Ce n'est pas seulement, vous savez, que nous voulons une Russie faible, soit parce que nous n'aimons pas son système politique et économique, soit parce que nous convoitons ses ressources. La Russie doit se comporter correctement. Si elle ne fait pas ce que nous voulons, nous envahirons la Russie. Nous pourrions être Napoléon, nous pourrions être Hitler, nous pourrions être d'autres. Mais il semble que la seule Russie avec laquelle ni l'Europe occidentale sont prêtes aussi à coexister est une Russie faible et vaincue. Et donc quand vous avez l'acte final d'Helsinki puis Paris, et puis il y a la déclaration d'Istanbul. Le langage utilisé est excellent en termes de sécurité mutuelle. Comment instaurer un dialogue? Comment organiser une médiation, comment travailler ensemble afin qu'aucun pays ne se sente menacé par les autres. Il est intéressant de noter que lorsque les Russes ont vu que les États-Unis allaient continuer à pousser pour l'élargissement, à un moment donné, ils ont fait une suggestion. Organisons une conférence sur la sécurité afin de répondre aux préoccupations sécuritaires des pays baltes et des pays d'Europe de l'Est. Il y a une reconnaissance, même de la part des Russes, qu'ils comprennent les inquiétudes de l'Europe de l'Est et des pays baltes, qui venaient tout juste de sortir de leur expérience soviétique. Ils comprennent cette anxiété, mais la solution consiste-t-elle à élargir l'OTAN, ou pouvons-nous envisager une autre forme d'arrangement sécuritaire? Bush et Clinton ont tous deux écarté cette idée, disant « Écoutez, Helsinki est un beau rêve, mais ce que nous avons, la réalité, c'est l'OTAN.
Ce qui est également intéressant, c'est que les pays baltes et d'Europe de l'Est affirment vouloir rejoindre l'OTAN, non pas parce qu'ils perçoivent une menace de la Russie, mais pour pouvoir contrôler toute initiative ou poussée autoritaire au sein de leur propre pays. Ils ne considèrent donc pas la Russie comme une menace. Il s'agit davantage d'une préoccupation intérieure que d'une crainte d'une attaque russe. Mais ce qui est très très clair, c'est que les États-Unis veulent dominer l'Europe occidentale et la Russie. Donc pas de partenariat égalitaire. Et ce qui est également très très clair, c'est ne laissez pas l'Allemagne et la Russie se rapprocher. Nous devons toujours faire tout ce que nous pouvons pour les maintenir séparées l'une de l'autre. À un moment donné, il y a une discussion selon laquelle, pour que l'unification ait lieu, l'Allemagne doit rester en dehors de l'OTAN. Encore une fois, une approche à deux volets. Il donne aux Russes l'illusion que, oui, cela pourrait être envisagé, cela pourrait être discuté, mais ensuite, lorsqu'il parle en face à face avec Helmut Kohl, c'est très clair. Nous vous voulons dans l'OTAN, car si vous n'êtes pas dans l'OTAN, et que nous devons retirer les armes nucléaires que nous avons déployées dans l'OTAN, quel autre pays européen acceptera nos armes nucléaires? C'est ce genre de logique que l'on voit se répéter encore et encore. Genscher pensait qu'il était possible non seulement de maintenir l'Allemagne en dehors de l'OTAN, mais même de dissoudre l'OTAN et de mettre en place une architecture de sécurité commune. Mais de toute évidence, les États-Unis n'ont jamais voulu entendre parler de cela, que ce soit Bush, Clinton, puis Obama ou Biden, tous ont été constants sur ce point. L'esprit d'Helsinki, à mon avis, a été tué avant même d'être né, car les États-Unis n'y croyaient pas. Les Européens de l'Est n'y croyaient pas non plus. Et je dirais que les politiciens du centre droit en Europe n'y croyaient pas non plus, surtout lorsqu'on parle des pays du Nord. Car je pense que des pays comme l'Espagne et l'Italie, et peut-être la France, auraient cru en Helsinki et auraient essayé de le concrétiser. Mais sinon, avec le recul, je dirais que ça n'a jamais eu la moindre chance de réussir. Aussi parce que l'énergie et l'élan étaient tournés vers l'élargissement de l'OTAN, d'abord élargir l'Union européenne, puis dans un second temps, élargir l'OTAN. Je me souviens, lorsque j'ai rencontré le ministre Lavrov à Sotchi il y a 4 ans, il me parlait de la discussion qu'il avait eue avec le président Romano Prodi à l'époque. Prodi lui avait dit « Cela va jouer en votre faveur, le fait que nous allons inclure les pays baltes et les pays d'Europe de l'Est dans l'Union européenne, car maintenant, en devenant membres de notre club, nous allons les apaiser. Ils se sentiront en sécurité et protégés, et ils seront moins anti-russes. » Lavrov lui a répondu « Retenez bien mes paroles. Dans quelques années, nous verrons que l'Union européenne sera devenue plus anti-russe. Prüfez que vous ayez repassé les États baltes et les États d'Europe de l'Est. » Et malheureusement, cela s'est produit. Cela s'est produit. Et il y a une chose que j'aimerais dire à ce sujet, d'après mon expérience personnelle, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. En 2021 et aussi en 2022, le ministre Lavrov écrivait à chacun d'entre nous, ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Il citait évidemment l'acte d'Helsinki, la Charte de Paris et la Déclaration d'Istanbul pour parler de sécurité indivisible, et que ma sécurité ne menace pas la vôtre, et que nous devons travailler ensemble à construire cette maison européenne commune qui était morte, évidemment, avec Gorbatchev. Il a écrit à chacun d'entre nous, par simple courtoisie au moins, je me suis assis pour lui répondre, et j'ai envoyé une réponse immédiatement, disant que je crois en la sécurité coopérative, que nous devrions travailler ensemble, que nous devrions négocier. C'était la panique totale. Ils ont dit, « Qui vous a autorisé à lui écrire ?» Nous n'écrivons pas au ministre Lavrov.
Nous ne voulons pas parler au ministre Lavrov. Si quelque chose doit se passer, cela doit se régler sur le champ de bataille. Je veux dire, pouvez-vous imaginer ne même pas avoir la courtoisie de répondre? Ils n'ont même pas abordé le fond de la question, à savoir si ce que j'ai dit était idiot, ou si c'était une trahison, ou si cela mettait en danger la sécurité de l'Union européenne. Simplement le geste, simplement le fait de répondre. Je veux dire, c'est terrible. Je n'arrivais pas à y croire. Et à ce moment-là, avec certaines personnes, j'ai dit, mais même Bismarck nous enseigne que lorsque nous déclarons la guerre, nous devons être élégants et écrire une belle lettre, à plus forte raison quand nous essayons de chercher la paix, vous savez. J'ai parlé à de nombreux diplomates, des diplomates européens, et ils confirment souvent ce que vous dites. Chaque fois qu'ils souhaitent entretenir une relation chaleureuse, courtoise ou positive avec les Russes, ils se heurtent souvent non pas à un « non, 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 nous sommes anti-russes », mais à un « nous avons besoin de solidarité, nous devons parler d'une seule voix ». Et le problème, c'est que cette voix unique adopte toujours une attitude d'ignorance, de manque de respect et de confrontation. Donc chaque fois qu'il parle de solidarité et d'une seule voix, ce qui semble merveilleux, cette voix unique n'est jamais optimale. C'est toujours le dénominateur commun pour adopter ce point de vue hostile. Et Glenn, en réalité, une seule voix n'est pas une voix. Et pourquoi dis-je que ce n'est pas une voix? Parce que c'est la voix du ventriloque. La voix vient de Washington. Et ce qui se passe ici, c'est comme une marionnette. Vous répétez ce que la voix vous a dit à Washington. Et d'après mon expérience, encore une fois, la seule relation que les États-Unis tolèrent avec l'Europe occidentale, et ils l'ont fait au fil des ans, même avec le plan Marshall, c'est d'impliquer l'Union européenne dans un réseau de dépendance qui a commencé exactement après la guerre pour s'assurer que les Européens ne se relèvent pas et ne défient pas, d'une manière ou d'une autre, le pouvoir qui vient de Washington. Et il est tellement triste de voir vos collègues, et je le dis honnêtement avec tristesse, au Conseil des Affaires étrangères, ne pas avoir même une discussion sérieuse. Peut-être y a-t-il une autre façon de voir les choses. Non. Attendez de voir ce que Biden va dire, surtout à travers Blinken, car il avait l'habitude d'y assister régulièrement. Et je peux vous dire qu'en 2022, il est devenu très difficile de voir une quelconque différence entre le Conseil des Affaires étrangères et le Conseil des ministres de l'OTAN. Vous savez, il est devenu vraiment difficile de distinguer l'un de l'autre. Car évidemment, les pays neutres, y compris Malte, notre présence était de plus en plus affaiblie et ils voulaient nous attirer. Et c'est devenu un seul bloc. En fait, nous devrions renommer l'UPEL. Vous savez, ça devrait être l'OTAN humain. Cela ne peut pas être simplement lui-même si l'OTAN doit survivre sous quelque forme que ce soit dans les années à venir. Mais c'est comme ça. Et l'Union européenne a perdu tout sens du leadership. Et je me souviens que Juncker avait soulevé un point très important lorsque nous allions discuter du document sur l'autonomie stratégique, à savoir que l'Union européenne devait avoir une autonomie stratégique. Il disait, bien qu'on l'ait souvent pris à la légère, qu'on l'ait accusé de boire trop, au moins avait-il une certaine vision stratégique. Et il disait souvent, vous savez, si nous voulons avoir une autonomie stratégique, il faut d'abord avoir une voix autonome. D'abord, il faut que nous puissions parler de notre propre voix et non simplement répéter ce que d'autres ont dit. Et c'est pourquoi, malheureusement, je constate que tout le processus qui a commencé avec Helsinki n'a mené nulle part. Et même les notes du département d'État, lorsque ces documents ont été rendus publics en 2018, disent en fait, vous savez, quand nous repensons à Helsinki, nous voyons la tragédie des chemins non empruntés et des promesses trahies. C'est tellement triste.
Nous aurions dû célébrer 50 ans de paix et de coopération, alors que nous faisons face à tant de problèmes qui ne peuvent être résolus qu'en travaillant ensemble. Je veux dire, nous traversons une nouvelle vague de chaleur, le changement climatique. Voilà un domaine où nous devrions discuter et collaborer. Mais évidemment, avec toutes ces tensions et tout l'argent désormais consacré au militarisme, le réchauffement climatique, là où l'Union européenne était autrefois un champion. Je me souviens de l'Union européenne. On nous disait d'être très fiers de notre modèle social européen, que le nôtre n'était pas comme le modèle néolibéral américain où tout tourne autour de l'argent et du militarisme. Nous devrions exercer notre soft power. Nous devrions montrer l'exemple. Où tout cela est-il passé? Parce qu'avec 5% désormais consacrés à l'armée, l'Europe va perdre son modèle de protection sociale. Et on nous dit, passons de l'État-providence à l'état de guerre, parce que c'est ce que nous devons faire. Eh bien, cela concerne le manque d'autonomie stratégique des Européens. J'ai eu une interview intéressante avec le colonel Lawrence Wilkerson, qui était le chef de cabinet de Powell sous l'administration Bush, et il m'a raconté comment, je peux d'ailleurs mettre un lien dans la description pour ceux que ça intéresse, mais il expliquait comment, à la Maison-Blanche, ils avaient installé un tableau blanc avec les différents dirigeants européens selon les pays. Et il disait effectivement, vous savez lequel allons-nous soutenir et lequel allons-nous briser, c'est-à-dire rabaisser. Et il cherchait, en fonction de la mesure dans laquelle ces dirigeants étaient prêts à soutenir ou à servir les intérêts américains. Il a donné l'exemple de la Norvège avec Jens Stoltenberg, en disant « Oh, lui, il fera tout ce que l'Amérique lui demandera. Lui, il faut le promouvoir. » Ils expliquaient comment contrôler les Européens, comment rendre les Européens suffisamment obéissants. Je pense que c'était. Donc encore une fois, c'est pas une théorie du complot, c'est juste que vous organisez votre... Et je peux vous dire, d'après mon expérience personnelle, comment ils vous intimident de manière très polie. Oui, et parfois peut-être pas si poliment que ça. Par exemple, ils ne voulaient pas que je rencontre Lavrov. Et j'ai dit, vous savez, nous sommes un pays souverain. Je ne vais pas rencontrer le ministre Lavrov pour discuter de la manière dont nous allons saper les États-Unis ou utiliser Malte pour lancer des missiles nucléaires depuis Malte et attaquer l'Europe. Nous allons discuter de tourisme, de relations bilatérales, de culture, d'éducation. Non, non. Pourquoi devriez-vous y aller? Et puis, en guise de punition, ils ne m'ont jamais laissé rencontrer Anthony Blinken au département d'État. Je dois dire que, n'ayant aucun respect pour Anthony Blinken, je n'ai pas eu l'impression d'être puni. En fait, je pense avoir rencontré certains de ces sous-secrétaires qui étaient intelligents et avec qui je pouvais avoir des discussions franches. Et je peux vous dire qu'ils n'étaient pas satisfaits de la façon dont les choses se passaient. Par exemple, la politique consistant à organiser un sommet pour la démocratie et à diviser le monde entre les anges démocratiques et les démons autoritaires. Et c'est tellement triste. Et récemment, je ne sais pas, Glenn, si tu es au courant, je pense que c'est un livre brillant de James Fulbright, sur l'arrogance du pouvoir. C'est vraiment un bon livre où il essaie de comprendre d'où vient cette arrogance du pouvoir. Et il essaie de la comprendre même culturellement, pas seulement comme un pouvoir économique ou militaire. Et il dit que c'est probablement une sorte d'éthique puritaine, où l'on dit au monde entier comment se comporter. Et il dit qu'il y a deux phases du puritanisme. Il écrivait cela en 1966. Il disait qu'il y a deux visages dans la politique étrangère américaine. L'un est fondé sur l'humanisme de Lincoln et l'autre sur la domination. Vous savez, tu fais ce que je te dis. Et il se comporte ainsi non seulement avec la Russie et l'Union soviétique, mais même avec cette tendance dans la politique américaine veut dominer tout le monde, pas seulement l'Union soviétique ou la Russie.
Donc, avoir une structure de sécurité égalitaire, comme proposé à Helsinki, incarnée dans l'esprit de la Charte de Paris et la Déclaration d'Istanbul, ça ne passe pas. C'est l'OTAN. Parce que l'OTAN, c'est là où nous dominons et où nous disons à tout le monde quoi faire, au point qu'on en arrive maintenant à la situation pathétique où le secrétaire général appelle Trump « papa ». Je veux dire, c'est incroyable. It's incredible. It's incredible. Eh bien, je pense qu'il est important de replacer l'élargissement de l'OTAN dans le contexte de la remise en cause de tous les accords conclus depuis l'acte final d'Helsinki en 1975. Les accords d'Helsinki ont instauré la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la CSCE, et en 1990, cela a jeté les bases d'un traité pour une nouvelle Europe. En effet, la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Je crois que c'était en novembre 90. Je dis toujours 1990, puis... Et il y avait des éléments clés. On y parlait de sécurité indivisible, ce qui signifie qu'un camp ne doit pas renforcer sa sécurité au détriment des autres, ce qui va à l'encontre du concept de politique de bloc. En effet, il était prévu qu'il y ait une Europe sans ligne de division, fondée sur l'égalité souveraine. La souveraineté dont jouit un camp devait également être accordée à l'autre. Ces mêmes principes des accords d'Helsinki ont ensuite servi à transformer la CSCE en une véritable organisation en 1995, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE. Celle-ci devait constituer une architecture de sécurité inclusive pour l'Europe, à laquelle la Russie appartenait également. Là encore, elle reposait sur les accords d'Helsinki et introduisait les mêmes idées. Sécurité indivisible, plus de lignes de division en Europe et égalité souveraine. Mais que représente l'expansion de l'OTAN? Eh bien, cela signifie qu'un camp étend son bloc vers les frontières russes. Ainsi, un camp renforce sa sécurité au détriment de l'autre. Les lignes de division, au lieu d'être supprimées, sont simplement déplacées plus près des frontières russes. De plus, l'OTAN a introduit le concept d'inégalité souveraine au lieu de l'égalité souveraine. Parce que ce que nous disons, c'est « nous sommes des démocraties libérales, vous ne l'êtes pas ». Donc nous pouvons nous ingérer dans vos affaires intérieures parce que c'est la promotion de la démocratie. Vous savez, vous ne pouvez pas faire cela avec nous. Nous pouvons mener des interventions humanitaires parce que nous sommes les champions des droits de l'homme. Vous ne pouvez pas faire cela. Donc nous pouvons le faire au Kosovo, vous ne pouvez pas le faire, disons, au Donbass ou en Crimée. Et donc vous créez un ensemble de règles pour nous et un autre pour eux. Ainsi, tous les principes clés des accords d'Helsinki sont jetés par la fenêtre. Et à la place, nous avons construit une Europe hégémonique. Et vous savez, on pourrait expliquer à un enfant pourquoi ça poserait problème, comment on revient à une politique de bloc. Et pourtant, quand nous disons cela aux Russes, soudainement, nous affirmons que non. Non, il n'y a aucun conflit. C'est juste que, vous savez, notre hégémonie est bienveillante. C'est une hégémonie libérale. Vous savez, quand nous dominons, tout le monde en profite, comme le roi philosophe, parce que nous allons aider tout le monde à développer sa démocratie, la bonne gouvernance et tout le reste. Toute la politique de bloc est simplement balayée sous le tapis. Et nous présentons les Russes comme s'ils poursuivaient des théories du complot, du genre « Oh, eh bien, vous savez, nous les avons trahis ». Eh bien, bien sûr, nous les avons poignardés dans le dos à plusieurs reprises, encore et encore. Et c'est pour cela que je trouve intéressant de ramener cela à l'époque actuelle. Parce que maintenant nous disons, eh bien, nous n'avions pas vraiment l'intention d'élargir l'OTAN à l'Ukraine. Nous le disions juste. Et aussi, maintenant que les Américains essayent de proposer un cessez-le-feu, c'est comme, oui, nous allons faire un cessez-le-feu. Faites-nous confiance. Ensuite, nous aurons une discussion politique sur un règlement. Je veux dire, peut-on reprocher aux Russes de ne pas nous faire confiance?
Si je les conseillais, je leur dirais, vous ne pouvez pas faire confiance. Combien de fois peut-on être trompé? Et soyons honnêtes, la tromperie fait déjà partie du jeu. Ils ne tiendront aucune de leurs promesses. Donc la confiance est perdue, et pour de très bonnes raisons. The trust is gone for very good reason. But I say this consistently. Mais je le dis constamment. Une phrase que j'ai apprise, à laquelle je n'avais pas pensé auparavant, c'est que nous ne devrions organiser des réunions qu'avec des pays partageant les mêmes idées. Donc même lorsqu'il s'agissait, il y a longtemps, des Nations Unies, si vous regardez comment les États-Unis traitent les Nations Unies, encore une fois, c'est une organisation multilatérale. Là, vous devez traiter tout le monde sur un pied d'égalité. Même si vous avez évidemment le droit de veto et pouvez faire ce que vous voulez, n'utilisez pas les Nations Unies. Encore une fois, quand il s'agit de la CSCE et de l'OSCE, non, montrez votre préférence pour l'OTAN, car c'est au sein de l'OTAN que vous êtes entre vous et que vous faites ce que vous décidez de faire. Et nous poussons cela maintenant à des extrêmes ridicules. J'ai été assez choqué récemment. J'ai lu un discours prononcé par Christine Lagarde et Janet Yellen qui avaient passé des années, des décennies à parler de frontières ouvertes, de mondialisation, de la nécessité d'un commerce ouvert, de la nécessité de coopérer. Et elle disait en fait au PDG des entreprises, désormais le commerce se fera de plus en plus au sein d'un cercle restreint d'amis qui partagent nos valeurs. Or cela date d'avant Trump, vous savez, c'était il y a 4 ans. Prendre cette idée qu'il existe un cercle restreint d'amis et que nous ne vivons qu'entre nous, je pense que cela montre la crise profonde et le déclin d'un monde unipolaire où l'Union européenne n'en fait partie que parce qu'elle veut s'accrocher au basque des États-Unis au lieu de construire une nouvelle relation avec le reste du monde. Parce qu'il y a des personnes au sein de l'Union européenne et de la politique européenne qui, au fil des années, étaient prêtes à établir une relation d'égal à égal avec le reste du monde. Une relation qui ne soit pas fondée sur 500 ans de colonialisme où l'on impose sa volonté. Certains croient encore que le colonialisme est toujours présent. Mais il y en a d'autres qui, au fil des années, ont voulu œuvrer à la construction d'une relation d'égal à égal avec l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine. Ceux-là, malheureusement, ont été affaiblis. Et l'Union européenne se trouve aujourd'hui dans une situation où elle ne peut pas accepter la réalité de ce qui se passe. Vous savez, le pouvoir change, la technologie évolue, l'économie se transforme. Et que devons-nous faire? Se militariser comme solution de facilité, ce qui est aussi très très myope. Ce que je pense également, c'est qu'à cause de cela, ils se retournent maintenant contre leur propre peuple. Ainsi, la haute moralité d'autrefois, les droits de l'homme, la démocratie, la liberté, il est devenu très difficile d'en parler ouvertement sans être accusé de traîtrise. Si la majorité des gens disent « nous ne voulons pas la guerre et nous ne serons pas enrôlés dans les armées », alors malgré tout, on fait ce qu'on peut pour aller contre eux. Et je pense qu'en conséquence, l'Union européenne a déjà perdu sa légitimité à être un leader démocratique, surtout à cause de sa complicité dans le génocide à Gaza et de ses doubles standards. 2 poids, 2 mesures. Dans certains domaines, on constate la répression et l'absence de liberté, mais dans d'autres, là où c'est géopolitiquement commode, ce n'est pas le cas. Et même cela a été perdu aujourd'hui. La crédibilité d'exercer un soft power en montrant l'exemple, d'avoir une politique de valeurs et de puissance douce, plutôt que, vous savez, la puissance dure. Vous avez dit quelque chose d'intéressant à propos du fait de saper les Nations Unies, car cela a toujours été un phénomène historique. Chaque fois que l'on tente de créer une institution internationale qui représente le droit international, que ce soit le concept de l'Europe ou aujourd'hui les Nations Unies, peu importe ce que vous voulez que ce soit,
L'un des éléments qu'il a historiquement fragilisé, c'est que les États manifestent alors une plus grande loyauté envers des alliances exclusives plutôt qu'envers ce cadre du droit international. Et cela faisait aussi partie du problème avec l'OTAN, pourrait-on dire. Car lorsque l'OTAN s'est élargie pour la première fois après la guerre froide, en mars 1989, moins de 2 semaines plus tard, elle a attaqué la Yougoslavie. C'est important, car cette attaque contre la Yougoslavie n'avait pas de mandat des Nations Unies. C'était une attaque illégale, une guerre d'agression contre la Yougoslavie menée par l'OTAN. Mais la rhétorique de l'époque était intéressante, car j'étais moi-même dans l'armée à ce moment-là, et je me souviens très bien de la façon dont il parlait. Il disait « Oui, ce n'est pas légal, mais nous sommes confrontés à la menace d'un veto de la Russie et de la Chine, et ils ne partagent pas. Ils n'ont pas les mêmes valeurs libérales, démocratiques et humanitaires que nous. Donc l'OTAN doit pouvoir mettre ça de côté et agir dans l'esprit de l'ONU. En d'autres termes, on crée une OTAN dominante en Europe, qui a alors essentiellement l'autorité de mettre l'ONU de côté et d'agir selon son propre mandat. Et c'est souvent ce que nous appelons l'ordre international fondé sur des règles. Nous avons un ensemble alternatif de règles. Nous écrivons les règles et vous les appliquez. Et le problème, c'est qu'ils ont l'impression de posséder les Nations Unies. Ils étaient le seul pays qui, après la Seconde Guerre mondiale, pouvait accueillir une telle institution, utilisant aussi leur budget pour contrôler les Nations Unies et ne montrant aucun respect envers elles. Je vais simplement vous raconter un épisode récent, sans entrer dans les détails. Mais je sais que récemment, le secrétaire général, Antonio Guterres, aurait souhaité rencontrer Marco Rubio. Il a refusé de le recevoir et lui a dit de s'adresser à notre ambassadeur. Je veux dire, ce genre d'arrogance montre qu'il n'est pas vrai que vous croyez à des règles communes pour tous, que vous êtes soumis à la même réalité et au même cadre commun. J'accepte uniquement le cadre où je domine et où les autres font ce que je leur dis. Et c'est terrible. C'est terrible. Et encore récemment, je faisais référence au livre de J. William Fulbright, qui dit que, vous savez, nous accusions les Vietnamiens de se battre pour leur pays simplement parce qu'ils obéissaient aux ordres de Moscou ou de Pékin. Et il disait que cela montre que vous n'avez jamais lu un livre d'histoire sur le Vietnam ou la géographie du Vietnam. Sinon, vous comprendriez qu'ils se battent contre les Chinois depuis 1000 ans et qu'ils n'allaient pas maintenant simplement obéir à ce qu'on leur dit. Et Ho Chi Minh, lorsqu'il a proclamé la déclaration d'indépendance, citait en fait la Constitution américaine. Donc, dire simplement, vous savez que Ho Chi Minh est une marionnette communiste et des choses de ce genre, c'est terrible. Et nous voyons cela se reproduire encore et encore. Cela ne laisse pas beaucoup d'espoir ou d'optimisme. Mais en même temps, je pense que le seul espoir réside dans le fait que le reste du monde, au moins les 86% qui ne sont pas complètement contrôlés par Washington, puissent se lever et résister à ce genre de domination. Il semble que ce soit la seule façon de tenir la domination à distance. J'espère seulement que nous pourrons trouver un arrangement sans aller à la guerre, car malheureusement, dans ces périodes où une puissance décline et d'autres émergent, cela aboutit généralement à la guerre. Et c'est quelque chose que, à l'ère atomique, nous ne pouvons pas nous permettre. Je suis d'accord. Et je suppose que c'est ma dernière question, à savoir s'il y a une raison d'être plus optimiste aujourd'hui. Parce que, encore une fois, dans le monde bipolaire de la guerre froide ou dans le monde unipolaire, il y avait toujours un jeu à somme nulle avec les Russes. Je veux dire, s'ils sont faibles, c'est bon pour nous. Mais de nos jours, si nous ne faisons que les contrer, en misant toujours sur la tromperie et en cherchant à les affaiblir davantage,
Ce que nous voyons maintenant, c'est que nous les poussons de plus en plus vers d'autres centres de pouvoir. Donc, encore une fois, au XIXe siècle, quand nous avons essayé de repousser la Russie vers l'Asie, l'idée était de la pousser dans une région insignifiante. Mais aujourd'hui, nous la poussons dans les bras de la Chine. L'Inde, l'Iran, tous ces géants eurasiens. Donc, de mon point de vue, en adoptant une vision très réaliste de la politique, les incitations ont un peu changé. Si vous essayez d'affaiblir la Russie aujourd'hui, vous finissez par renforcer vos adversaires, au lieu de marginaliser la Russie en Europe. En d'autres termes, préféreriez-vous avoir un arrangement de sécurité commun, puissant et maîtrisé avec la Russie en Europe? Ou souhaitez-vous plutôt faire face à un bloc eurasien très puissant? Il semble donc que dans un système multipolaire, il pourrait y avoir un espoir de raviver certains aspects de l'acte d'Helsinki ou de ses processus. Le voyez-vous de la même manière? Ou comme vous l'avez suggéré au début de cette discussion, ne partagez-vous pas mon optimisme? Seulement, Glenn, si ça sert de prise de conscience. Je me souviens de la discussion superficielle que nous avons eue lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, même un peu avant. Je me souviens avoir eu une discussion avec Joseph Borrell à ce sujet, et je lui ai dit, « Es-tu sûr de ne pas pousser la Russie dans les bras de la Chine? » Non, 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 non. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Tu sais, la Russie ne fait pas confiance à la Chine. Aussi, parce que les Chinois envahissent la Sibérie, ils vont prendre le contrôle. Donc les Chinois sont considérés comme trop dominants par les Russes. Je veux dire, et tout cela reposait sur cette idée, comme sur le postulat que si nous sanctionnons fortement la Russie, nous allons la vaincre économiquement, sinon militairement. Et c'est comme si vous oubliez que le monde n'est pas composé uniquement du G7 et de l'UEMR, qu'il y a 86% de la population qui vit dans le reste du monde. Donc ce genre de myopie historique qui découle d'une arrogance historique, j'y crois encore. Je considère que c'est un avantage que nous soyons l'un des rares pays de l'Union européenne à avoir été colonisés et non colonisateurs. Notre perspective est donc différente de celle de ceux qui ont eu des empires. Nous pouvons voir l'Union européenne d'en bas, pas d'en haut, de l'intérieur, mais aussi d'en bas. Et je constate que cet état d'esprit est toujours présent. J'espère seulement qu'il y aura un retour à la réalité lorsque, dans les années à venir, même ce qui est proposé en termes de militarisation et de recours à la force échouera. Au moins alors il y aura un retour à la sobriété, un retour à la rationalité, un retour à la table des négociations pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. J'espère seulement que nous pourrons y parvenir. J'espère que ça pourra se faire avec les États-Unis. J'espère que cela pourra se faire avec l'Union européenne, avec le reste du monde, avec les BRICS, avec l'Amérique latine, avec l'Asie, avec l'Afrique, car sinon, la situation ne fera qu'empirer. Eh bien, sur cette note semi-optimiste, je pense que nous pouvons en rester là. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment vos analyses à ce sujet, car je pense que la discussion sur l'architecture de sécurité pan-européenne est vraiment celle que nous devrions avoir et que nos responsables politiques devraient avoir. Nous devrions tirer des leçons de l'histoire. Mais il faut toujours se rappeler que l'histoire est un bon professeur, mais que nous devons être de bons élèves. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur le professeur. Merci. Merci beaucoup. Thank you.